Oui, le gouvernement à l'offensive et la gauche sous pression et sous tension. Le 49.3 déjà brandi pour le projet de loi El Khomri. L'exécutif veut assouplir les 35 heures, plafonner les indemnités prud'homales et développer le référendum sur le lieu du travail. Alors, satisfaction du MEDEF, embarras du PS et courroux des frondeurs. Autant d'éléments qui promettent une bataille politique et homérique à gauche. On en parle dans quelques instants avec nos invités. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Sophie Normand-Couturier. Ils sont inscrits dans l'avant-projet de loi de réforme du travail, les trois fondamentaux, le SMIC, le CDI et les 35 heures. Maintenu aussi, une majoration minimum de 10% pour la rémunération des heures supplémentaires. Mais la durée maximale hebdomadaire pourra être portée à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles. Temps de travail et salaire également modulables pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans lorsqu'une entreprise souhaite préserver l'emploi en cas de problèmes économiques ou le développer pour conquérir de nouveaux marchés. S'il n'est pas d'accord, le salarié pourra être licencié. Les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif seront plafonnées. En matière d'accords d'entreprise avec les syndicats, les accords collectifs devront être majoritaires et en cas de situation de blocage, des syndicats représentant au moins 30% des salariés pourront demander la tenue d'un référendum. Et sur ce sujet, je vous présente nos invités ce soir. Danielle Simonet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, coordinatrice du Parti de gauche, porte-parole également et conseillère de Paris. Nous accompagne ce soir Fanny Guinochet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Opinion. Philippe Moreau-Chevrolet, là, bonsoir. Bonsoir Sonia. Communicant, président de MCBG Conseil. Et Serge Raffi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Éditorialiste à l'Obs. Alors mesdames, messieurs, à peine dévoilé, à peine esquissé, le projet de loi autour du contrat de travail met le feu aux poudres à gauche. Serge Raffi, on va parler du fond. Mais déjà, est-ce que c'est si vite le retour des vieux démons? Le fossé, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on dit, le fossé se creuse encore plus entre l'exécutif et cette fameuse partie de la gauche. Je suis sidéré qu'on voit ça comme une chose extraordinairement nouvelle. Il y a eu en janvier 2014 une conférence de presse faite par le président de la République sur le pacte de responsabilité. Il avait tracé un chemin, on aime ou on n'aime pas ce chemin, on peut être politiquement en désaccord avec ce chemin, mais il y a une constante dans tout ça. Là, il y a simplement une intensification, le vrai des choix qui ont été faits, même par Manuel Valls. Il le répète, il l'assène depuis 2 ans, Manuel Valls, qui veut aller plus loin dans tous ces domaines. La loi Macron a été déjà une première étape qui a été effectivement un peu ralentie par l'Assemblée nationale, par les choix qui ont été faits, par les votes, par les amendements, mais en même temps, il y a une constante. Donc ça n'a rien de nouveau, c'est un chemin social-libéral. Ce qui est plus étonnant, c'est les choix politiques du président de la République dans le domaine du remaniement, qui est un peu, comment dirais-je, en déséquilibre par rapport à sa stratégie économique. Donc il creuse son sillon social-démocrate ou social-libéral. Oui. Pourquoi êtes-vous donc étonné, Danielle Simonet, de ce projet de loi? Non, quelque part, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que d'un remaniement à l'autre, on a toujours Monsieur Gattaz, qui est ministère de l'économie et de l'emploi. Écoutez, c'est vraiment... Mais non, j'y vais pas fort. C'est une mesure taillée pour le patronat. Hein. Franchement, cette proposition de loi de casse, d'assassinat du Code du travail, qui va à l'encontre de plus d'un siècle de lutte progressiste et sociale, elle va permettre de quoi? De pouvoir licencier plus facilement, plus rapidement, de pouvoir exploiter plus, faire travailler plus pour que les gens gagnent moins. Et surtout, c'est une aberration économique parce que ça ne va pas créer un seul emploi. C'est ça qui est dramatique. Parce que le problème, c'est de permettre à ceux qui n'ont pas d'emploi de pouvoir en avoir un. C'est pas de fragiliser et de précariser ceux qui ont déjà un job. Donc c'est vraiment une proposition de loi qui est catastrophique. Mais alors de casse du droit du travail. Fanny Guinochet, on marche sur la tête parce que François Hollande a lié son destin au chômage. Et là, Danielle Simonet nous dit, mais regardez, en fait, ça ne va pas du tout aider l'emploi. Est-ce que c'est le cas? Non, ça ne va pas être le cas. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Après, je rejoins Serge Raffi sur le tempo. Effectivement, on voit que là, il y a une accélération, que François Hollande a lié son destin à cette fameuse courbe et que là, les résultats, je pense qu'il pariait sur des résultats bien meilleurs et que là, ils se disent, grosso modo, on a une toute petite année, c'est la dernière fenêtre de tir pour espérer inverser la courbe ou en tout cas améliorer le front du chômage. Aujourd'hui, sans écouter forcément M. Gattaz, quand vous discutez avec des chefs d'entreprise, notamment le réservoir d'emploi dans ce pays, c'est les TPE, les petites entreprises. Les chefs d'entreprise, ils butent sur de l'administratif, ils butent sur des contraintes, ils butent sur un droit du travail qu'ils ne comprennent pas et ils butent aussi sur un manque de visibilité.
Ce projet de loi, il ne fait que ça. Par exemple, la barémisation des prud'hommes, ça fait hurler, alors que c'est de dire, bah voilà, grosso modo, le cadre auquel vous exposez, vous embauchez quelqu'un, si demain vous le virez, vous ne payerez pas plus que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... ça, quand on va au prud'homme, c'est pas simplement parce qu'on licencie. C'est parce qu'on fait des choses aussi contraires au droit du travail. Les prud'hommes, vous ne trouverez personne. Vous n'avez pas quelqu'un au prud'homme pour tous les licenciements. Cela dit, oui, mais aujourd'hui, les prud'hommes, c'est la loterie. Pour les salariés comme pour les quand vous discutez autour de vous, vous voyez bien que pour certains, vous allez avoir une grosse indemnité quand vous êtes salarié, et puis quasiment le même cas, vous aurez quasiment rien dans une autre juridiction. Mais je note que Daniel Simonet a dit tout à l'heure, c'est quasiment, ça fait un siècle, hein, c'est un changement. Vous avez comparé, je crois, aux 100 dernières années, ce qui est assez ambitieux. Oui, parce que ça fait un siècle que les batailles sociales, progressistes, visent à la fois à réduire le temps de travail, à permettre d'augmenter les salaires et à renforcer les droits des salariés. Et là, toutes les mesures vont justement à l'encontre de cela. On va parler du fond. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce qu'il s'agit clairement, c'est l'une des dernières réformes, ou la dernière réforme conséquente de ce gouvernement, l'exécutif mise beaucoup sur ce projet pour faire enfin bouger les lignes. Il faut savoir qu'il joue gros là-dessus. Oui, en fait, il y a une vraie erreur de casting d'abord, parce que Myriam El Khomri, elle s'est fait connaître d'abord par son incompétence sur la question des CDD. Ça a beaucoup marqué les esprits. C'est trop facile, ça. On a du mal. Non, moi, je suis pas dans un débat partisan. Ouais, j'analyse les choses clairement. Myriam El Khomri, c'est pas digne de vous, ce genre de remarques. Ah, Serge, vous avez le droit d'être défenseur de la parole de François Hollande. Mais non, c'est vrai qu'elle a connu des débuts, pour le défendre ni pour l'attaquer. Myriam El Khomri, pour porter un projet de ce type, ça va être difficile dans l'opinion parce qu'elle est connue pour son incompétence, surtout. Vous savez combien il y a d'allumettes dans une boîte d'allumettes, vous? Ensuite, Serge Rafi, monsieur n'est pas ministre des allumettes. Voilà, moi je suis pas ministre. C'est pour ça, c'est des genres. Il y a d'abord un problème de casting. Ça aurait dû être Emmanuel Macron qui aurait certainement mieux fait accepter cette mesure dans l'opinion parce que c'est quelque chose qui serait sans doute mieux passé avec lui parce qu'il portait une vision. Qui était une vision économique libérale, qui était cohérente avec ce qu'il était. Le problème, c'est que là, Myriam El Khomri n'existe pas. C'est donc un projet qu'on rattache à François Hollande. Quel est le but de François Hollande avec ça et qu'est-ce qu'il communique à l'opinion avec ça? Parce qu'au fin de compte, c'est ça. Il communique le fait qu'il va mettre en place un programme économique de droite, parce qu'il faut appeler un chat, un programme économique libéral. Là-dessus, on est d'accord. Voilà, là-dessus, on est d'accord. Je ne suis pas aussi El Khomri, elle n'est pas étiquetée Je voudrais juste finir l'analyse, si vous permettez. Là où il y a un problème avec l'opinion, c'est que cette communication sur un programme politique de droite vient dans un gouvernement qui n'a pas une ligne politique claire, qui est tout le temps en train d'hésiter entre précisément j'incorpore des écologistes, mais pourquoi faire? Là-dessus, on est d'accord. Et ensuite, je mets une politique économique qui, évidemment, va contribuer à fragiliser les droits des salariés. Les salariés en ont quand même conscience. Après, la question, c'est est-ce qu'ils vont accepter ce sacrifice au nom d'un bien-être futur? Vous avez dit quelque chose d'important, Serge Rafi. Est-ce que vous êtes d'accord peut-être sur ce point? La droite en a parlé, François Hollande va peut-être le faire. Mais parce qu'on ne peut pas raisonner avec les catégories mentales qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Mais le problème, c'est que les électeurs, Serge, ils raisonnent avec des catégories. Non, c'est pas ça que je veux dire. Peut-être que vous êtes trop sophistiqué à Paris, vous n'avez plus de catégories. Les électeurs, vous savez, il n'y a qu'un truc qui les intéresse, c'est savoir s'ils vont trouver un boulot ou pas. Or, la grande question qui se pose aujourd'hui, quelle est la bonne méthode? Alors Daniel Simonet, elle pense que c'est pas du tout la bonne méthode. Moi, je pense que c'est la bonne méthode, c'est-à-dire que pour donner de l'emploi aux salariés, aux chômeurs, eh bien, il faut absolument que les patrons embauchent. Et pour que les patrons embauchent, il faut qu'ils soient dans un climat de confiance suffisant. Et d'ailleurs, à ce propos, Manuel Valls leur est rentré dans l'art il y a quelques jours sur le thème. On fait des efforts de notre côté et vous, on aimerait bien que quand même vous essayiez de remuer un peu. Donc c'est-à-dire que un jour on dit au patron c'est pas bien et le lendemain la gauche, c'est vrai que la gauche est en plein. Effectivement, il y a comment dirais-je un changement de logiciel complet à gauche. Clair, parce que d'accord, vous dites il faut pas dire juste la droite en a parlé, François Hollande a dit, mais est-ce que vous diriez que c'est un projet qui quand même répond aux demandes du MEDEF? Ça veut pas dire que c'est affreux, mais ça veut dire Monsieur Gattaz est quand même satisfait aujourd'hui. Monsieur Gattaz est satisfait, ça répond aux demandes du MEDEF. Ok, mais ça répond aussi aux demandes, à certaines demandes pas que les petits patrons, mais ça répond aussi à certaines demandes des partenaires sociaux et des syndicats. Vous avez le CPA, qui est la sécurisation des droits. Même la CGT... C'est la création du compte personnel d'activité. Même la CGT le demande, cette sécurisation des droits, la CGT le demande depuis plus de 10 ans. La CFDT aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des chiffons rouges, des totems, c'est ce qui va faire grincer lorsqu'il y aura un débat, s'il y a un débat. La question que je me pose, c'est quelle est la pertinence de faire ça à un an d'une élection présidentielle alors qu'on n'a plus de base à gauche quand on est François Hollande. Il n'a plus
de base à gauche. Peut-être qu'il élargit. Avec son fonds en sécurité RSA, il n'a plus de base à gauche. En attendant, je pense que qu'est-ce qu'il fait? Non, mais Quelle est la cohérence? En tout cas, la cohérence, elle est difficile à trouver et je suis pas là pour défendre François Hollande. En revanche, au niveau économique, quand vous regardez en Europe, on est le seul pays européen qui n'arrive pas à progresser sur le front du chômage. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Elle part de très loin, l'Espagne. Oui, elle part de très loin. On peut en Mais en reparler, attendant, de ces pays parce que la situation. mais- vous prenez la situation de l'Allemagne, qui se vante d'avoir un taux de chômage bien inférieur au nôtre. On se retrouve en Allemagne avec un nombre d'emplois extrêmement précaires et mal payés, catastrophique. Cette loi, elle va permettre, parce qu'il faut dire des choses concrètes, par exemple d'instaurer la journée de 12 heures. Ah ben super progrès. Cette loi, elle permet par exemple que lorsque vous êtes d'astreinte, c'est-à-dire que vous êtes coincé le week-end, eh bien vous ne serez pas payé. Non, mais attendez. si, Non, vous avez lisez des le heures projet de loi. supplémentaires. Dès que vous arrivez à vos heures supplémentaires, eh bien, elles seront moins payées. Vous n'êtes plus protégé par la loi et les accords de branche. S'il y a un accord d'entreprise qui est moins bon, Daniel Simonet, il l'emporte. écoutez-moi, on va prendre les points un par un. Est-ce que vous reconnaissez néanmoins ce qu'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la réforme, est-ce qu'elle sécurise quand même sur un point les travailleurs? Parlons de la création de ce compte personnel d'activité, tout le monde sait ce que c'est, le CPA, c'est la principale mesure de sécurisation des salariés. Il va réunir à partir du 1er janvier 2017 à la fois les comptes personnels de formation, de prévention et de pénibilité. Est-ce que ça, c'est un élément positif au moins, que vous reconnaissez? Madame Simonet. Écoutez, moi, c'est difficile à dire. Non, mais c'est difficile à dire parce que moi, je me suis arrêtée sur des mesures que je trouve tellement historiquement régressifs. C'est tellement une régression sociale de se dire que ce président de la République, ce gouvernement prétendu socialiste, vont donc marquer la période après les lois Rebsamen, les lois Ni, les lois Macron, par ceux qui finalement fragilisent plus encore les droits des salariés et facilitent les conditions pour licencier, pour imposer des heures supplémentaires, pour imposer le travailler plus pour gagner moins. Donc Fanny Guinichet, il y a la globalité de cette loi et il y a deux visions du code du travail. Il y a ceux qui disent c'est la flexi-sécurité à la française et ceux qui disent comme Madame Simonet et d'autres, le danger. C'est la grande régression. On crie au loup. Une chose qu'on oublie, c'est que la philosophie de cette loi, normalement, elle est basée sur des accords qui sont passés. C'est la place au dialogue social. C'est la philosophie de la loi. Au-delà de, quand vous parlez de travailler plus longtemps, c'est avec des accords. Travailler le dimanche, c'est avec des accords des salariés. Pas de branche. Parce que ça, c'est avec le référendum d'entreprise qui est une initiative intéressante. Ça dépend des conditions du référendum. Beaucoup de salariés ont demandé justement. Caricaturer. Pas seulement les patrons. C'est une belle arnaque. Parce que, en fait, les avant, salariés dans les petites entreprises jusqu'à le demandent. présent, nous étions attachés à une hiérarchie des normes. C'est-à-dire, vous avez la loi qui protège les salariés. Et ensuite, si un accord de convention collective permet d'avoir davantage pour les salariés, c'était possible. Et s'il y avait un accord d'entreprise qui permettait d'avoir encore une fois plus d'avantages pour les salariés, c'était possible. Là maintenant, on utilise le dialogue social totalement à l'envers. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'accord d'entreprise, sachant que dans l'entreprise, bien souvent, dans un bon nombre d'entreprises, vous n'avez pas de représentation syndicale, vous avez une pression au chômage. Regardez ce qui s'est passé dans le nombre d'entreprises. Vous n'êtes pas pour le référendum, on l'a compris, Madame Simonet. Les travailleurs on fait le chantage sont les mieux placés à la suppression des emplois et on impose des syndicalistes, des apparatchiks qui sont au sommet et qui leur imposent des choix accords d'entreprise régressifs. On vous a compris, Daniel Simonet. La réponse, Serge Raffi et Philippe. Non, mais l'exemple typique dans cette loi qui est intéressante, c'est le fait qu'il y aura des accords d'entreprise et plus forcément par branche. C'est-à-dire que le dialogue social, non seulement il est maintenu, mais même il est amplifié. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne peut pas faire l'économie de la mondialisation, des marchés qui explosent, etc., qui fait qu'on n'est plus dans les mêmes systèmes économiques. Le numérique bouleverse absolument toutes les données et le gouvernement essaye d'en tenir compte. Je ne suis pas en train de défendre le gouvernement, je ferais la même chose si c'était un gouvernement de droite qui prenait ces mesures. C'est bien ça le problème. Parce que je pense qu'effectivement, les choix aujourd'hui sont de plus en plus durs et que le plus important, la mesure la plus importante, au-delà du cas François Hollande, qui est secondaire dans cette affaire-là, c'est de trouver du travail aux gens, c'est-à-dire que l'emploi revienne en France. Et je pense que c'est la seule méthode, on l'a bien vu, la gauche a été au pouvoir pendant des années, on a essayé de faire du colmatage social, etc. Ça ne fonctionne pas. Il faut à un moment donné avancer. Attendez. Il faut défendre le modèle social, mais on ne peut plus le défendre sur la forme n'importe aussi. comment. Philippe Moreau-Chevrolet, comment vous appréhendez le fait que l'arme ou l'outil du 49.3 ait été
était déjà brandi. Alors c'est vrai que c'est assez particulier de le faire avant, mais on voit aussi toutes les fractures déjà sur ce plateau que cela va occasionner. Est-ce qu'ils ont raison ainsi de brandir et de secouer cet épouvantail? Non, c'est d'une maladresse vraiment pour le coup très forte. Il y a un problème qui est que c'est une ministre en plus qui l'annonce. Alors les ministres maintenant annoncent leur départ, leur arrivée. C'est un petit peu l'autogestion au gouvernement. Elle a annoncé le 49.3. C'est maladroit parce qu'au fond le débat n'a pas commencé. Et c'est une manière de dire aux gens on va passer en force. Quand un projet de loi est déjà contesté par une partie de la base du président, une partie de sa propre base à lui, l'opinion le perçoit. Et si en plus on a quelqu'un qui dit en face, de toute façon quoi qu'il arrive, on va passer en force, l'impression qui est produite, c'est que ce projet est vraiment très contesté, donc contestable, et qu'on va vouloir le faire quand même avaliser par le Parlement. C'est pas une très bonne communication. Mais l'ensemble de cette séquence est très bizarre parce que ce projet de loi, il est infiniment gênant pour la majorité. On va le faire passer à un moment où le président est particulièrement faible, en tout cas dans les sondages, où il sort d'un remaniement qui est un remaniement raté. Quel est le meilleur moment pour faire des réformes? Au début, c'est trop tôt, à la fin, c'est trop tard, au milieu, c'est la Hollande a payé pour le popularité. savoir. Il faut faire les mesures importantes au début du quinquennat. On n'a pas le temps d'être un amateur, il faut être tout de suite. C'est votre avis, effectivement, un problème de tempo, un problème de pédagogie et de façon dont on vend les réformes. Par ailleurs, la caricature, je pense que la caricature et les positions arc-boutées, les gens n'en peuvent plus. Les gens, pragmatiquement, pourquoi il y a eu un vote FN aussi élevé? C'est parce qu'ils n'ont pas de boulot et qu'ils n'ont pas de perspective. Absolument. Donc, on n'a pas tout essayé contre le chômage, mais il y a un moment, je pense que, oui, il faut peut-être changer la façon de penser. Le monde du travail, il évolue très vite. Les gens veulent, de la même façon qu'en politique, les citoyens veulent plus avoir, on parle de démocratie participative, ils veulent pouvoir, là, on met le référendum en entreprise, mais Fanny Guichet, ils veulent des réponses. Vous avez beaucoup de réactions là sur les réseaux sociaux et à l'instant, c'est François Junet qui vous dit flexi sécurité, d'accord, on voit bien la flexibilité, mais où est la sécurité pour nous dans ce projet? La sécurité, elle passera par les accords. Non, c'est la sécurité pour l'employeur de faire ce qu'il veut, mais c'est pas pour le salarié. Il y a pas pour moi, ça répond pas. Je suis d'accord en partie. Pour moi, ça répond pas aux besoins de la société actuelle pour une raison, c'est que ça résonne toujours dans le cadre de l'entreprise et du salariat. Et le vrai problème des gens qui votent Front National d'ailleurs, c'est qu'ils sont dans des situations. Je veux dire, les types qui sont des conducteurs d'Uber ou de chauffeurs privés ou de ce type de marque, c'est des gamins de banlieue qui ne peuvent pas avoir accès à d'autres emplois, qui se sont mis à leur compte pour devenir auto-entrepreneurs. C'est un régime parce qu'on les embauche socialement. Pas. C'est un régime socialement. Est-ce que c'est une bonne chose de permettre à une entreprise comme Uber de les surexploiter? Je dis pas ça. Est-ce que c'est une bonne chose de casser les métiers de taxi? Je dis que le discours n'est pas évident à tenir et qu'il faudrait avoir une vision un peu plus d'ensemble et que ce projet de loi ne répond qu'à une toute petite partie du problème et que ça répond surtout aux questions des grandes entreprises. Je vais vous dire pourquoi, parce que moi je suis patron d'une TPE et moi le fait de provisionner pour savoir si je peux licencier, provisionner les indemnités que je devrais verser au prud'homme, c'est pas du tout ma problématique. C'est la problématique de grands groupes qui vont pouvoir provisionner des millions d'euros en se disant cette année, si je veux virer les gens sans indemnité, je peux le faire. Le jour où ça va, vous avez un litige avec un salarié. D'abord, je ne traiterai pas nécessairement les choses comme ça. Ce sera mon choix personnel. Et ensuite, je trouve que ça n'aide pas les TPE et les PME. On a fait une cote mal taillée en réalité. Voilà. Alors, je voudrais comprendre quelque chose sur un point essentiel, c'est le référendum, Daniel Simonet, en entreprise. Vous dites, et vous avez raison de le dire, il faut écouter les salariés. Justement là, on va les écouter sans filtre. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cela? Mais qui pose la question dans l'entreprise lors du référendum? Celui qui dirige. Mais qui répond? Donc, il pose la question comme il veut. En créant les conditions du rapport de force, généralement d'une situation totalement biaisée. Moi, je vais vous donner des exemples. Smart, c'est biaisé selon vous? Sur ces accords d'entreprise. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la mobilisation de la grève des contis à Continental. Bien. On leur avait dit, écoutez, si vous acceptez finalement cet accord de travailler plus, de gagner moins, on ne supprimera pas les emplois, on ne délocalisera pas, l'entreprise fermera pas. Donc à un moment donné, ils ont accepté. Il y aurait eu un référendum, ils auraient sans doute accepté. Et résultat, quelques années plus tard, eh bien l'entreprise a totalement délocalisé. Il y a d'ailleurs sur la loi qui est proposée, il y a une chose très grave. Normalement, si dans votre entreprise, vous avez une antenne qui est déficitaire, eh bien le reste du groupe est obligé d'être solidaire. Eh bien non, là, il n'y a pas de problème. Attendez, pour répondre au référendum, vous m'avez pris... Attendez, s'il vous plaît, vous m'avez pris l'exemple de Conti, j'ai bien compris. Fanny Guinochet, si on prenait l'autre exemple aussi, parce qu'il y en a plusieurs de Smart, est-ce que vous diriez au contraire que ça peut marcher, au contraire que c'est une bonne initiative? Est-ce qu'il y a les deux visions? Le référendum, c'est très difficile à manier. Effectivement, c'est un outil dangereux et qui doit être
exceptionnel. Et d'ailleurs, vous prenez par exemple la FNAC, dans le cadre des accords, la FNAC sur le travail du dimanche, ça a bloqué parce qu'il y a eu la CGT et FO qui ont dit on n'est pas d'accord avec ce qu'ont signé les syndicats réformistes. Les syndicats réformistes, ils avaient obtenu que pour les gens qui venaient travailler les dimanches sur la base du volontariat, ils soient payés 3 fois. On n'a jamais vu ça. Et là, pour le coup, c'était des avancées sociales, qu'on leur paye les frais de garde. On n'est pas à grand clair ici, on peut pas rien savoir. n'est gravé dans le marbre, mais en attendant, vous aviez. Après, vous pouvez raisonner caricaturalement. C'est-à-dire que vous avez déjà travaillé tous les dimanches. J'ai travaillé un dimanche. Ne personnalisons pas les débats. On ne va pas personnaliser les débats. Attendez, après, il y a 2 solutions. Soit la FNAC, un jour, elle met la clé sous la porte, si vous voulez aller dans la caricature, soit de l'autre côté. Le chantage. Mais pas du tout. Soit dans l'instant, les petits commerçants. Mais pas du tout. Parce que vous nous la racontez sur la question des TPE. Bah oui, on va prendre l'exemple des petits commerçants. Toutes ces flexibilités, toute cette précarisation imposée, aujourd'hui, on voit bien les impacts sur le commerce. Ce gouvernement se préoccupe des grandes enseignes commerciales, mais absolument pas des petits commerçants. Regardez, il se préoccupe, Monsieur Macron se préoccupe des intérêts d'Uber, mais se préoccupe pas Macron ne se préoccupe absolument pas des intérêts d'Uber. Des intérêts des taxis. C'est totalement faux. Allez, s'il vous plaît, le gouvernement défend les lobbies du taxi, donc vous êtes à côté de ça. Dans une logique. C'est pas l'objectif ce soir. Parce que Macron défend les lobbies du taxi. Daniel Simonet, s'il vous plaît. Nouveau ça. Un instant. Demandez-leur et vous allez voir s'ils ont la même interprétation sur Macron. Je suis militant de rien du tout. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais, en guise de conclusion, faire un tour de table. Est-ce que tout cela, et on l'entend bien ce soir, acte ce qu'a déjà dit finalement Serge Raffi, Manuel Valls? Il y a des positions irréconciliables. Voilà, c'est tranché. Et nous allons voir ce qui va se passer. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce genre de débat tel qu'il s'est déroulé, c'est-à-dire où effectivement il y a des positions arc-boutées, il n'y a pas essayer de comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui et pas seulement le rêve d'un ancien monde. Et ben, si on n'avance pas là-dessus, les Français, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un débat, effectivement, ils se détournent de nous, ils se détournent et des politiques et aussi des débatteurs, parce que ça ne les intéresse pas, ce genre de discours. Ils veulent des propositions claires, cohérentes. C'est difficile d'être cohérent aujourd'hui, parce que le monde est en mutation, on est dans une mutation difficile pour tout le monde. Gigantesque, bien sûr, évidemment, il y a toujours des élites. C'est difficile pour certains politiques. Non, mais pour tout le monde, c'est difficile de comprendre le monde, le nouveau monde dans lequel on est. Ce nouveau monde du numérique, de la dématérialisation est un problème pour tous. Les Français le savent, ils savent qu'on est en train de changer de monde. Et si on ne leur apporte pas des solutions positives, c'est-à-dire tourner vers l'avenir et pas enfermer dans des positions complètement bloquées, eh bien les Français se détourneront la complexité des politiques et aussi de nous. Il y a un très beau texte d'Edouard Baird qu'il a publié sur son compte Facebook. Je renvoie les gens vers ce texte d'Edouard Baird où il dit le remaniement, c'est un remaniement qui est incompréhensible. La politique actuelle, elle est incompréhensible. On a besoin qu'on nous donne de l'espérance et on nous donne un univers encore plus complexe et encore plus angoissant qu'avant. Le vrai problème, il est là. Après, on peut débattre des droites, on peut défendre Hollande, on peut défendre Mélenchon. Ça, c'est des mots. L'espérance, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on y met derrière? Lui, il dit, je ne suis qu'un artiste, mais j'aimerais qu'on ait une vision d'espérance. Et pour l'instant, elle n'existe pas. Et ça, la seule personne qui donne de l'espérance dans ce pays, si ça devient Marine Le Pen, vous avez réussi à vous mettre d'accord avec Daniel Simonet, elle est d'accord. Allez, c'est le mot de conclusion. Nouvelle technologie et espérance, moi je vous invite, et justement j'invite ceux qui nous écoutent à regarder la plateforme jlm2017.fr et vous verrez justement on peut réduire le temps de travail, on peut redistribuer les richesses. Non, vous repartez pas, Madame Simonet, on a plein de mesures d'espérance qui permettent de lutter et ceux qui le veulent iront consulter. Le mot de la fin, s'il vous plaît, Fanny Guinéchet. On voit bien que c'est très difficile, effectivement, dès qu'on parle du modèle social, du monde du travail, on arrive à des blocages, on le voit ce soir. Donc après, ce qu'il faut garder en tête, c'est quand même le déficit public que l'on a, qui sont quand même énormes. Ça, c'est la dette que l'on fournit à nos enfants. Donc moi, je veux bien. Et de l'autre part, c'est quand même tous ces chômeurs qui aujourd'hui, c'est le principal, et leurs familles. Merci en tous les cas pour ce débat, cette analyse.